Bon, alors je sais pas trop faire le chaton rugissant, mais avant de commencer le point bourse hein, du 14 mai 2024, on va parler du retour du Messi. C'est qui? C'est Keith Gill. Vous le connaissez sûrement. C'est cet homme hein, qui a quelques années avait acheté notamment les actions GameStop. Alors je vous la fais courte. C'était un investisseur avec ses propres fonds qui avait investi sur GameStop parce qu'il aimait bien l'action, parce qu'il aimait bien l'entreprise. Alors l'entreprise c'est quoi? C'est un peu comme Micromania, hein. C'est une entreprise qui vend des jeux en physique, des jeux vidéo. Et l'action était déjà depuis plusieurs mois en perte de vitesse et elle était énormément shortée hein, par les fonds. Lui trouvait que les chiffres étaient plutôt corrects, que la valorisation ne méritait pas ça et qu'il y avait encore, malgré, c'était pendant le Covid aussi, malgré le fait qu'on ait une certaine digitalisation et numérisation de la plupart des supports, il y avait encore pas mal de ventes en physique dans les magasins. Et donc il a investi beaucoup sur GameStop contre les fonds qui étaient en short. Et il en a parlé sur les réseaux sociaux, hein, il était assez connu à l'époque. Et il y a beaucoup de personnes qui l'ont suivi. Ce qui fait que l'action a commencé à monter, les fonds en position short, donc on continue à perdre de l'argent, l'action a explosé, on en a parlé partout, hein, dans les milieux financiers évidemment, mais même dans les journaux télévisés, grand public, on en a parlé. Et ça a été une affaire énorme, parce que c'était un peu la tentative hein, des petits investisseurs contre les gros fonds, notamment. Il y a eu aussi une polémique avec Robinhood. Hein. Robinhood, c'était l'entreprise le broker qui avait une cible généralement axée sur les jeunes investisseurs, qui était un peu la cible aussi de Keith Gill. Et ces investisseurs-là passaient leurs ordres par Robinhood pour la plupart, qui était un broker avec des frais assez faibles. Et ils ont bloqué pendant quelques temps, quelques jours je crois, la possibilité d'acheter GameStop, ce qui est totalement interdit. Je crois qu'il y a eu des enquêtes et puis des sanctions après, mais c'était un scandale à l'époque. Donc forcément c'était fait pour aider. Donc il y a eu des arrangements entre les gros fonds et puis l'entreprise Robinhood donc pour bloquer ces achats, pour essayer de faire descendre un peu le cours de l'action. Il y a eu un film aussi là-dessus, hein, je vous invite à le voir, hein, avec notamment, je crois que c'est Paul Dano qui joue le rôle de Keith Gill. Super intéressant. Et ça peut donner des idées. Alors, pourquoi on en reparle maintenant? Parce que ça faisait des années qu'il n'avait pas mis un tweet, et il a mis un tweet là récemment, hein, ce week-end ou lundi, en disant qu'il était de retour. Alors, on peut s'attendre à quoi? Évidemment, quand on parle de Keith Gill, on pense évidemment à GameStop. On va en reparler tout à l'heure. On peut aussi penser au cinéma, hein, à AMC. Il a mis une petite vidéo avec les films Marvel et puis toujours son chat, hein, son chat, parce que c'est le chaton rugissant, c'est son emblème. Donc on peut penser plusieurs cibles. GameStop en priorité, les cinémas AMC, pour peut-être aussi une montée et une flambée. Et on l'a vu déjà, c'est déjà en train de prendre. Ce qui est intéressant, c'est peut-être d'être parmi les premiers à le suivre. Si on veut le suivre, ça reste spéculatif évidemment, mais dans ce genre de mouvement, il faut mieux être au début que être à la fin forcément. Voilà. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va reparler de GameStop, de Keith Gill, et avant, on va faire le CAC 40. Alors le CAC aujourd'hui qui prend 0,2. Un petit point sur les chiffres. Alors, demandeur d'emploi en Grande-Bretagne, on a eu en plus quasiment 9000 en plus, donc plus ou moins sensible à ce qu'on s'attendait. L'IPC en Allemagne, 2,2 sur l'année, 0,5 sur le mois, donc c'est pareil, c'était ce qu'on attendait. Et surtout, le prix à la production, c'était ça le gros chiffre aujourd'hui. Aux États-Unis, il ressort à plus 0,5. Et là, c'est pas terrible. On s'attendait plutôt à du plus 0,2, plus 0,3. Donc là aussi, à nouveau, le spectre un peu de l'inflation très forte qui reste
sur les marchés américains et qui font peut-être reculer la perspective de baisser les taux au niveau de la Fed. Au niveau de pas mal de banques européennes, c'est déjà fait, hein. Alors on a eu le Brésil, mais c'est pas en Europe, mais le Brésil a déjà commencé à baisser ses taux. On a eu récemment la Suède. La Suède qui a baissé ses taux, hein, la Banque centrale de Suède. La Banque de Grande-Bretagne ne l'a pas baissé, mais elle commence aussi à s'assouplir. Ça va arriver vite en Europe, et puis ça suivra certainement aux États-Unis, hein, quand ils auront réglé leurs problèmes de surchauffe un peu de l'emploi et des salaires qui sont plutôt élevés. Mais pour l'instant, ils ont toujours du mal avec l'inflation. On parlera aussi d'Alibaba, hein, qui a donné ses résultats. Alors j'ai pas vu les chiffres en détail, j'ai vu passer quelques news avec pas très détaillés, ça a été plutôt vendu. Pourtant ça semble intéressant, donc on en reparlera en fin, faut pas que j'oublie. Voilà, sur le CAC 40, donc plus 0,2, et puis on est toujours sur les mêmes niveaux, hein, et double échec ici, même triple échec, hein, sur les 8250, 50 combien? 53 environ, hein, 53, 59, on y est venu deux fois. Derrière, on fait rien. Il n'y a pas de volatilité, il n'y a rien. On est un peu dans l'attente, hein, sur les marchés. On a fait ce nouveau plus haut, et puis après ce nouveau plus haut, hein, c'est ce qu'on attendait, c'est un début de petite conso molle, donc c'est ce qui est en train de se passer. On regarde. Sur ces indices-là, on n'investit pas dans un sens ou dans l'autre parce que c'est pile ou face. On investira plutôt sur les actions, mais si on veut regarder cette tendance ici sur les indices, c'est plutôt à la construction. On a plutôt une information de double échec sur les plus hauts, donc plutôt un retour a priori vers le bas, mais la tendance, on le voit à moyen terme, même à long terme, elle est plutôt toujours haussière. Donc plutôt en mode observation sur les indices. On va reparler donc de GameStop. GameStop, voilà, donc le graphe. Et alors oui, le petit hop, il avait posté ça, hein, c'est un mème sur internet qui veut dire que maintenant les choses commencent, les choses sérieuses reprennent ou commencent. Donc évidemment, ça a été un peu surinterprété peut-être par beaucoup de monde, mais c'est aussi ça la bourse. C'est la psychologie des foules, et c'est le fait que quand il y a des gros mouvements, ça crée des pourcentages énormes, et c'est toujours intéressant de suivre au moins une partie de ces mouvements. Donc ça, c'était sur le compte X de Keith Gill. On le rappelle, hein, c'était ici juste après le Covid. Alors les chiffres, je crois, sont pas les mêmes, parce qu'il y a dû avoir un split ou un regroupement d'actions. Parce que de mémoire, j'étais dessus déjà en 2021, et on avait dépassé largement ces niveaux-là. Donc les intensités sont bonnes évidemment, mais il y a eu un changement sur les chiffres. Donc c'est ça, hein, c'était la spécu avec le fait que les fonds soient énormément vendeurs dessus, que Keith Gill se soit investi et qu'il y a eu un effet boule de neige avec les réseaux sociaux, et les petits porteurs ont joué un peu contre les fonds, le titre a explosé ici, hein, fin 2020, début 2021, et on le voit en quelques jours, on avait pris de 2339% en 18 jours. C'est assez exceptionnel. Je crois qu'il avait mis quelques dizaines de milliers de dollars. Et puis, donc après, il y a même eu il a été entendu, hein, comme quoi il aurait pu faire des manipulations de marché. Il a été entendu par les autorités financières. Je ne crois pas qu'il ait été sanctionné. C'est plutôt l'inverse, hein, c'est plutôt les institutionnels qui ont flirté un peu avec les limites et qui l'ont un peu dépassé sur ces dossiers-là. Alors l'action GameStop, elle a énormément été volatile forcément. Elle est redescendue fortement, elle a rebondi, donc on voit qu'elle s'est quand même maintenue à des très hauts niveaux par rapport au moment où ça avait un peu explosé, hein. Parce que même si on revient ici sur ces niveaux-là, après la grosse perte, hein, du mois de février, on était quand même à plus 500% par rapport à la fin de l'année, donc c'est énorme. Et puis finalement, on en a un peu moins parlé, elle est repartie à la baisse. Et puis là, tout dernièrement, on retrouve des volumes depuis quelques jours, et puis le tweet de Keith Gill, et on passe avec le gros gap, hein, qu'il faut noter, hein, le gap d'aujourd'hui, mais surtout celui d'hier. On en parlait hier. Ici, on prend 74% entre
vendredi et lundi, c'est ça. Et aujourd'hui, alors on a ouvert très haut, hein, on vend un peu, mais malgré cette vente, hein, on a ouvert à plus 112%, donc on multiplie à une par deux. Après, c'est vendu, ça baisse quand même, mais là on en est à autour des 52 dollars. Donc on est toujours à plus 69% par rapport à la veille. Ce qu'on peut espérer, c'est quoi? Bah, c'est toujours une explosion. Alors, ça va être volatile, hein. Si vous voulez jouer cette action, il faut pas. Il faut pas risquer peut-être une grosse partie. Alors plus on met une part importante, plus on s'attend évidemment à des résultats sûrs. Donc ce genre de trade, c'est plutôt relativement spéculatif et risqué, mais plus on prend de risques, plus on prend de risques de gagner beaucoup, de perdre beaucoup aussi. Mais le fait de le faire plutôt vers le début, ça a quand même des chances, je pense, d'être plutôt intéressant. Alors les replis pourront être achetés aussi, comme ça s'est passé dernièrement, hein. On suivra l'affaire prochainement. Et le but, bah, c'est de partir un peu en exponentiel comme ça, et puis de voir peut-être le cours se stabiliser à des niveaux intéressants, et éventuellement des fonds qui jouent contre GameStop, comme c'était le cas dernièrement, hein, être obligé de se racheter pour faire exploser encore le titre. Donc ça peut être intéressant. On a également les cinémas AMC, parce que c'était un peu avec la même, pendant la même période, hein, où les titres étaient largement achetés. Il y a eu ici une période, on le voit, avec l'explosion des titres AMC aux États-Unis avant un retour, et puis le titre ne vaut quasiment plus rien. On le voit ici, hein, 8 euros, 3 euros, 3 euros, et puis là ça a explosé en même temps, donc c'est pareil, on a une explosion sur les volumes énormes sur les cinémas AMC. Donc c'est spéculatif, hein, évidemment, mais ça peut toujours offrir des perspectives énormes dans une optique technique et de trend following un peu vers le début de tendance. Donc ça peut être favorable quand même, ce genre de trade. Voilà, on va parler de... ah non, j'avais autre chose à montrer. J'avais ça aussi à montrer. Ça, c'est le chiffre d'affaires de GameStop en annuel, et puis le résultat net. On voit qu'ils perdent de l'argent en 2021, en 2022, en 2023, malgré un chiffre d'affaires quand même relativement important. En 2024, bah, on perd plus trop d'argent, et puis on va voir ce que ça donne en trimestriel. Et en trimestriel, on le voit, 2024, on commence à gagner de l'argent. On a perdu pas mal, hein, ces dernières années. Et puis là, début d'année 2024, il y a le titre qui repart un peu à la hausse. L'entreprise qui gagne un peu plus d'argent et qui dégage des bénéfices, donc qui arrive à augmenter ses marges. Ça, c'est important. Et ça, c'est aussi ce qui peut expliquer le fait de rentrer sur GameStop sur des niveaux fondamentaux. Et probablement, hein, le tweet de Keith Gill, c'est parce qu'il se base pas uniquement sur la spéculation, mais sur des données fondamentales intéressantes qui vont intéresser aussi beaucoup de monde et qui pourront faire bouger le titre à la hausse, parce que l'entreprise va mieux. Donc c'est tout un effet boule de neige qui peut se mettre en place sur le titre et qui peut être intéressant, hein, quand on a toutes ces données. Donc voilà. On va parler d'Alibaba avant que j'oublie. Donc Alibaba qui a annoncé des résultats qui ont été vendus, hein, comme souvent sur les résultats. Pourtant, alors on y reviendra demain, parce que j'ai pas trouvé les résultats en détail, hein. J'ai juste vu le communiqué avec des chiffres qui étaient plutôt annoncés, plutôt bons. Euh, la Chine, on en a déjà parlé, hein, en train de se réveiller tout doucement. Mais il y a toujours un mais. Ça prend un peu de temps. Maintenant, les données sur l'IA, parce qu'on sait que Alibaba, c'est pas seulement le vendeur sur Internet, hein, c'est aussi une division intelligence artificielle et cloud qui va, a priori, ces futures années, prendre le pas en termes de chiffre d'affaires et de pourcentage, hein, sur la globalité du chiffre d'Alibaba. Donc comme déjà sur les pros de la tech comme Microsoft et Alphabet, Alibaba ça va être un peu la même chose, avec toujours le cœur de métier de vente, mais le cloud et l'intelligence artificielle qui va se développer, il y a déjà eu pas mal d'investissements de fait et ça commence à porter ses fruits. Et on est probablement qu'au début sur Alibaba, la chute elle a été énorme depuis ici, hein, 2020
2022. Ensuite, la période de stabilisation un petit peu. On a essayé de redémarrer. Ça a été un échec à chaque fois. Et puis là, bah, finalement, on voit cette période-là dans l'ellipse orange où on a assez peu de volatilité. C'est quoi? Parce que les plus hauts et les plus bas sont assez rapprochés. Donc on a pu ces effets un peu de grandes vagues qu'on a pu avoir dernièrement. On perd plus grand-chose, on gagne plus grand-chose, et puis on sort de cette phase. Déjà en cassant l'oblique, alors ça c'est une oblique court terme évidemment. Les obliques court terme on les casse toujours à un moment donné. Mais déjà, on la casse, on tient les supports, on est revenu sur le niveau de gap ici qui a été comblé, hein, mais c'était intéressant de le noter parce qu'on y est revenu, on a rebondi. Depuis, on fait quoi? On casse toutes les moyennes, on va chercher la moyenne à 200, on va chercher les dernières grosses résistances et ces niveaux-là hein, qu'il faudra casser probablement pour confirmer le renouveau d'Alibaba. Mais déjà, on a fait pas mal. Alors, les résultats ont été vendus. Il faudra revoir les résultats en détail hein, ces prochains jours, mais moi ça me semble plutôt intéressant. Donc ce qu'il faudra voir, c'est peut-être la réaction ces prochains jours, mais si on ne revient pas vers les 70, si on arrive à se maintenir ici, il va y avoir un phénomène d'accumulation et probablement de démarrage par la suite avec les bons chiffres avancés et espérés sur tout ce qui est tech notamment hein, et intelligence artificielle. Donc Alibaba pour l'instant on se place pas mais on surveille et ça vaudra le coup évidemment de se placer parce que les pourcentages ils risquent d'être énormes hein. On est ici sur les 78. Alors la première résistance elle est à 9-10%, la deuxième à 32%, et puis ici hein, les 122 qui ont été un gros rebond, 122 ou 135, on est à 71% par rapport au cours d'aujourd'hui. Le rebond il va pas se faire en V sur Alibaba, mais on a quand même une position intéressante. C'est une entreprise qui continue à gagner de l'argent. Elle devrait revenir assez fort. Il faudra timer un peu le marché, c'est-à-dire se mettre au bon moment. Parce que si on se met maintenant, potentiellement, on aura certainement une valeur qui sera plus intéressante en 2025. C'est quasiment assuré. Alors, j'aime pas donner quand même des signaux comme ça de certitude, mais il y a de très grandes chances qu'on soit largement plus haut. Ce qu'il faut, c'est attendre un peu le dernier moment, la certitude que oui, ça va reprendre et qu'on n'ait pas ce temps de latence de 3 mois, 6 mois, 1 an, où l'entreprise et le cours de bourse ne fait rien. Mais a priori, les signaux que donne Alibaba, c'est quand même plutôt vachement intéressant. Donc on va attendre les derniers signaux hein, de relance pour peut-être se placer et investir. On va parler aussi de alors Virgin. Je vais pas en parler beaucoup parce que j'ai cherché des news sur Virgin Galactic. Hein, c'est l'entreprise notamment qui va vendre, qui a déjà vendu, mais qui va vendre des vols suborbitaux hein, dans l'espace, hors de l'atmosphère, avec ses nouveaux avions qui vont entrer notamment, je crois, l'année prochaine. Hein, ça va être fin 2025. Donc ils vont pouvoir embarquer plus de passagers. L'entreprise a failli faire faillite, hein, notamment dû au Covid. Elle s'en est sortie. Il y a une partie qui a été un peu mis au rebut. C'était Virgin. Alors c'est pas, j'ai oublié le nom. Il y avait Virgin Galactic et puis il y avait Virgin quelque chose, je crois, qui est quasiment morte. Mais sur Virgin Galactic, on l'a vu. La spéculation un peu et puis les problèmes financiers, le Covid, le refinancement et finalement l'entreprise qui vaut plus que 1 $, même moins d'1 $, hein, 70 centimes, et depuis, on reprend fort. Alors aujourd'hui, on le voit déjà au niveau des volumes, hein, on en avait parlé depuis la fin avril, et aujourd'hui, il y a un petit gap, et on a pris jusqu'à 30%, là on en est à 22% hein, à la mi-séance. Toujours beaucoup de volume, on sent qu'il se passe quand même quelque chose, donc peut-être cet aspect de pyramider petit à petit la position sur Virgin Galactic, qui est une ligne long terme, on vise 2025-2026, mais peut-être rentrer maintenant. Moi je suis déjà rentré, je vais peut-être renforcer maintenant sur des signaux intéressants. La ligne elle est encore petite, hein, je mets pas beaucoup, mais petit à petit, si le marché nous donne raison, si le marché nous dit que le titre est en train de se retourner et qu'on vise déjà des chiffres intéressants sur ces prochaines années et ces prochains mois et qu'on devrait monter, c'est quand même confirmé par les volumes monstrueux. Ça peut être intéressant de suivre le mouvement et puis comme ça de s'exposer un peu plus à Virgin Galactic. Voilà, mais j'ai déjà fait assez long. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre?
Au niveau des valeurs du portefeuille, bah, on a la confirmation hein, sur Air France. On a parlé à un moment, Air France, ils sont en train de casser à nouveau. Ils ont comblé le gap aujourd'hui. Le petit gap ici, fait entre le 28 et le 29 février. Il n'existe plus. Il n'y a plus de gap. Air France, ils sont en train de faire un beau retour. Ils viennent de casser aussi leur oblique moyen terme hein, sur les plus hauts du mois de juin 2023 et décembre 2023. Renouveau espéré sur Air France, même si la dette est toujours importante, on en a parlé ici souvent, elle est en train d'être maîtrisée et d'être de moins en moins importante, notamment sur ces dernières années. Donc il y a un bon travail qui est fait à ce niveau-là et qui devrait permettre à Air France de valoriser un peu mieux son cours de bourse. Hein. Et puis avec le trafic, on le sait, qui bat des records un peu partout. Trafic aérien, Air France, ils ont leur part du gâteau à aller chercher et l'entreprise est un peu sous-valorisée à mon sens. Donc oui, début de rebond. Confirmation de tendance. Ça va certainement aussi zigzaguer un peu, mais le but maintenant, c'est pas trop d'être court terme, mais de valider un peu cette tendance en ayant une période de construction, de consolidation, et puis après d'aller chercher les plus hauts, au moins sur les 14 peut-être. Hein, c'est l'ancienne résistance des 14,7. Ici, c'était la tête. Hein, on avait eu ici épaule, tête, épaule qui avait fait un peu chuter le titre. Donc la zone des 14 à horizon peut-être fin 2024 serait intéressante à aller rechercher, mais déjà on va voir tout le travail avec les moyennes à retourner, mais on est toujours plutôt favorable. Puis un point rapide sur les minières, hein, on est toujours bien sur les minières. Euribis qui prennent plus 3, et on retrouve quasiment le plus haut depuis le mois de décembre 2023, hein. Et la dégradation du BS, là on est en train de casser à nouveau l'oblique long terme sur Euribis, hein, c'est le leader du cuivre en Europe, c'est une valeur allemande. Bah, ce qu'on espère maintenant, c'est les gros chandeliers, c'est la partie en exponentielle comme on a vécu sur Eramet. C'est la même chose. Là, on est peut-être qu'au début parce qu'elle a fait le boulot. Maintenant, il faut que ça pète les 80, les 85, et puis après, on se posera la question de rester ou de partir. Mais on aura déjà eu cette explosion qu'on cherchait. On va le voir sur Eramet. Eramet, on l'a déjà eu. On en parle depuis une éternité. Eramet, moi, je suis rentré peut-être un peu en anticipation. J'étais rentré par là, je crois, au mois de décembre 2023, autour des 69. Aujourd'hui, elle vaut 106. Elle a retourné tout. Il y a cette dynamique minière dont on a parlé pendant des mois et je vous saoule un peu avec, mais derrière, oui, ça se confirme. L'objectif, il est où? Ici, hein, les 109, là, on s'en rapproche. Donc, on est obligé de se poser la question, prise de bénéfice court terme et éventuellement retour vers le bas. Se poser la question si on veut rester long terme sur cette valeur ou pas. On a quand même la possibilité de monter un peu les stops et de pas partir tout de suite parce que on va pas perdre 10% a priori du jour au lendemain. Et on voit aujourd'hui, hein, on a réussi à casser le plus haut d'hier avec un beau chandelier. Donc il faudra retrouver cette zone-là. Et puis si véritablement on bute sur les 109,5 et qu'on commence à redescendre, oui, peut-être monter les stops, mais déjà, on voit qu'on a une première phase ici d'accalmie, de temporisation, et que derrière, elle est repartie. Donc, on est toujours haussier sur Eramet, malgré le RSI à 86. Neoen aussi, on va parler de Neoen qui a une possibilité d'être opéable. Hein. Elle peut se faire racheter parce qu'elle a une faible capitalisation et ça permettrait éventuellement d'avoir une prime. Sans ça, ça reste une belle valeur qui je pense, va croître ces prochaines années. Elle a mis entre parenthèses la possibilité d'une nouvelle augmentation de capital. Elle a aussi la possibilité de vendre une partie de ses actifs en Australie qui lui rapporterait 1 milliard alors je sais plus s'il est d'euros ou de dollars, c'est quasiment la même chose. Mais pour se financer, pour croître, pour améliorer encore sa capacité de gigawatts hein, de production. Donc oui, toujours largement positif sur Neoen. On est en train de taper un peu ses résistances. Et puis là, on le voit qu'après le deuxième échec, on a quasiment rien perdu. On revient déjà. C'est dans une optique plutôt moyen-long terme hein, sur Neoen. Mais qu'est-ce qu'on peut viser? Peut-être les 45. Ça semble intéressant.
Il y a 46% hein, par rapport au niveau actuel. Ça semble plutôt bien. Et puis si on voit hein, le retournement qui est en train de se passer, il est assez clair graphiquement sur Neoen. On aura la confirmation véritablement quand on arrivera à à décoller des 30 et des 32. Mais on est sur le point de le faire. Et un dernier point sur Virbac. Virbac qui revient, hein. Alors il y avait les résultats qui avaient été plutôt corrects. Et puis derrière, on avait vendu un peu sur Virbac. Moi j'étais resté parce que les résultats étaient plutôt bons, la dynamique aussi. Et cette zone hein, des 379, elle peut être à nouveau testée et cassée, je pense. On a une belle... ce que j'aimais bien, c'était ça. C'était entre l'oblique blanche et l'oblique rouge ici. La belle phase de congestion, techniquement, elle était super propre. Et puis la cassure ici, le travail sur cassure, les résultats ont été plutôt corrects. Alors ça a été un peu vendu, mais là on y revient déjà. On casse les 364. Euh, L'objectif, il est de taper les 380 et puis on verra. Mais là aussi, on a une config plutôt favorable sur Virbac qui potentiellement a encore un peu de chemin à faire. Puis on avait quelques valeurs abonnées. Alors j'ai pas eu le temps de les noter, je vais faire ça rapidement. Déjà 6 heures. Euh, alors on avait Siemens Energy. Alors le rebond impressionnant, hein. Moi j'étais pas favorable. Il y avait eu des annonces notamment sur la productivité, la production de Siemens qui était pas très bonne. Et puis finalement, bah, c'était un peu risqué, mais comme on disait en début de vidéo, hein, le risque parfois ça paye. Moi je l'ai pas tenté. Je l'ai pas joué, je la favorisais pas trop, mais elle a fait un retour incroyable hein, depuis ici le 26 octobre 2023. Elle a fait que monter et elle est revenue ici sur son plus haut du 31 mai, hein, quelques jours avant le début de la grosse chute. Donc pour moi, c'est potentiellement maintenant quand même une grosse zone de prise de bénéfice, hein, cette zone-là. Donc se poser la question de rester toujours. Donc moi, vous savez, hein, j'aime bien quand même ces configs-là qui partent un peu fortes parce qu'il y a des dynamiques et des gros pourcentages à faire. Donc je suis pas fan de vendre sur objectif sur ce genre de config. Plutôt monter les stops, assurer le coup. Et si effectivement on a une baisse du cours, bah, on quitte la position. Par contre, on se garde la possibilité éventuellement de casser et de continuer la hausse. Mais je surveillerai quand même la taille des chandeliers et puis l'impact hein, éventuellement des prises de bénéfices s'ils arrivent rapidement. On avait également Amundi. Et c'est un peu pareil sur Amundi que sur Siemens, on le voit, une grosse remontée. Alors il n'y avait pas eu de terrain un peu négatif, donc sur Amundi on est quand même largement plutôt favorable, hein, depuis la cassure ici au mois de novembre. On retrouve ses plus hauts, donc là c'est intéressant de voir ce qu'elle va faire sur ses plus hauts et je pense éventuellement si on est dessus de mettre les stops, d'investir maintenant sur Amundi sur ces niveaux-là. C'est pas favorable. Faut plutôt attendre plusieurs chandeliers et c'est intéressant de vendre éventuellement si on est venu ici hein, sur les 60 maintenant. La tendance, elle est bonne, mais je pense qu'il faut, quand on est un nouvel investisseur sur cette valeur, attendre un peu un point bas, une conso pour rentrer un peu plus favorablement. Là, c'est trop haut. C'est des suivis de tendance, mais c'est pas des zones de rentrée, hein. On avait Exaum. Exaum, un autre nom, je crois. Je sais pas si c'est groupe Gorgé ou pas, Exaum. Je me souviens plus. Donc oui, un beau retournement qui est en train de se passer. On le voit bien. Retournement long terme, hein, plutôt, plutôt actif. Évidemment, il y a eu des dividendes. Ils sont pénibles avec leurs dividendes. Faut tout remettre. Tout remettre à chaque fois. Euh, on a un petit canal intéressant là, sur cette valeur. Je trace un peu à l'arrache, hein, mais
Voilà. Et puis peut-être une zone comme ça de support, pas trop mal. On le voit bien ici, hein. Le plus haut, et puis là, plus haut, échec. On y revient, donc éventuellement, ouais, c'est ça, euh, c'est c'est casser cette zone-là, aller faire un plus haut, faire le pullback sur support et repartir. Donc là, on en est assez proche. Bah, peut-être acheter les 21-20 environ, hein, si on y revient. Ça peut être pas mal. Et évidemment, le rebond, hein, qui s'ensuit. Ubisoft. Ubisoft, ils ont fait un beau rebond, hein. Il y avait un petit support ici sur les 18,98 qu'on a légèrement enfoncé, mais finalement qui a tenu. On a cassé l'oblique court terme. On s'est remis dans des dispositions positives à court terme. Mais à moyen long terme, on est toujours un peu baissier et spéculatif. C'est pour ça que moi, je n'étais pas très très favorable, hein. Là, c'est ce genre de valeur. On peut investir ici, mais vraiment en termes journaliers, hein. Donc c'est en suivant l'action tous les jours et puis être prêt à partir. Alors heureusement, elle était plutôt haussière, donc c'était un bon choix, hein, si vous l'avez choisi. Moi, j'étais pas trop pour. Niveau-là, les 24,9, ça c'est une belle zone. On sera en plus au-dessus de toutes les moyennes, donc les 24,6, pardon. Donc si on dépasse les 24,6, on redevient positif. Alors il y a eu pas mal de jeux aussi qui risquent de sortir. Il faudra voir les ventes. Et moi j'ai toujours un petit doute avec cette valeur, hein, qui a été c'était 60 euros il y a quelques mois. Elle n'a pas voulu trop s'associer avec du monde, elle veut pas trop être achetée. Et puis les jeux qui sont sortis, c'est pas forcément des triple A, hein. Il y avait certains éditeurs qui se sont moqués un peu d'Ubisoft. Le rebond, il est super, hein. Il n'y a rien à dire, mais pour moi, ça reste du rebond technique. Et à ce stade, c'est pas sur Ubisoft que j'investirai. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas investir et que c'est une mauvaise action. C'est sûr, c'est juste que moi, j'ai pas à moyen terme des signaux qui me donnent des indices favorables sur cette action. Maintenant, à court terme, on en avait, hein. On en avait ici sur les 18,8, on en avait ici sur les 20,7. Donc à court terme, à très court terme, on pouvait rentrer. À moyen terme, ça reste un peu moyen quand même. Clariane. Clariane, c'est pareil, c'est super spéculatif. On a eu quand même le gros rebond, hein, pas mal de volume, la cassure d'une oblique court ou moyen terme. Le retour ici sur la moyenne à 200, les mèches. Ce qu'il faut jouer, c'est éventuellement la deuxième vague, hein, sur Clariane. C'est voir comment elle congestionne là-dedans. Et puis si on ressort vers le haut, ça peut faire une deuxième vague assez importante. Donc voir un peu ce que va donner cette congestion, mais il faudra casser quand même fortement vers le haut. On avait quoi? Air Liquide et STM aussi sur le CAC 40. On va voir direct avec le CAC 40. Air Liquide, rien à dire. On est toujours dans cette période de congestion et de consolidation. On n'a pas cassé cette oblique-là, donc là on est en embuscade, mais ça peut durer longtemps, hein. On peut redescendre ici vers les 180, rebondir vers les 185, repartir vers les 180, et puis il faudra attendre une belle cassure. Donc pour l'instant c'est pas le cas, on évite d'anticiper ces cassures. Pour l'instant c'est toujours en forme de congestion et de consolidation. On a également STM, ST Microelectronics. Ouais, ça revient un peu ici, ça travaille, mais c'est toujours baissier, hein, à court terme, STM. Alors oui, on retrouve un peu l'oblique verte ici, long terme, mais on voit qu'on n'est pas au-dessus, hein. On clôture au-dessus, mais on n'a pas un chandelier au-dessus. On est toujours sous l'oblique blanche ici, court terme de correction. Il se passe rien, faut attendre plus de chandeliers, plus de force, et véritablement se mettre plutôt ici vers les 41 ou plutôt ici vers les 35 pour y voir quelque chose. Là on est entre deux, il n'y a rien à faire à part de l'observation sur STM. Et enfin on avait Abionics Pharma, un beau plus 14%. Alors les biotech, moi j'aime bien, faut souvent suivre un peu de près. Les mauvaises nouvelles, elles sont vendues, c'est une grosse claque, mais les bonnes nouvelles, quand elles arrivent, elles sont achetées et c'est plutôt intéressant. Alors les volumes, on le voit,
plutôt intéressant, mais par rapport au gros volume qu'on a eu, c'est pas ça, c'est pas totalement ça. Le deuxième point négatif, c'est quoi? C'est on revient ici sur la moyenne à 200 et comme souvent, c'est l'objectif, c'est la target, hein, la moyenne à 200 et quand on y revient, on a du mal à la dépasser. C'est exactement ce qu'elle fait, comme beaucoup de valeurs. Hein, on tape la moyenne à 200, on s'arrête. Bon, si on l'avait bien cassé et qu'on était allé au-delà, on peut se dire là, il y a une grosse force acheteuse, mais là, on est juste dans du rebond technique. Peut-être pré-annonce, on verra regarder l'agenda d'Abionyx Pharma. Mais si on recasse demain et puis qu'on se maintient, ouais. Le problème avec ces valeurs-là, c'est que les explosions sont un peu dures seulement quelques jours. Et il faut plutôt les anticiper ou se mettre dessus avant. Et plutôt jouer une tendance moyen terme. Si on est court terme, là on a déjà perdu 14%. Alors ça peut toujours être intéressant parce qu'on a cette phase ici de consolidation, on le voit, même de dégradation plutôt, mais qui suit quand même une phase de congestion. Et puis on a ce travail qui pouvait nous inciter à rentrer hein, sur les 1,05 notamment. Après, ça reste moyen. On a eu déjà la belle montée, la spécu, la phase de temporisation, et puis on est sorti un peu vers le bas, hein, ici. C'est cette zone-là qui est intéressante. Sur les 1,78, finalement on a lâché tout ce qu'on avait construit derrière pour revenir sur les 1,30 et valoriser l'action autour des 1,30. Donc tant qu'on revient pas sur ces niveaux-là, les 1,20, 1,30, 1,40, l'action est un peu considérée comme pas top. Par contre, si on y revient, là on jouera certainement une hausse et quelque chose de positif. Voilà, je vais m'arrêter. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si c'est pas clair, si vous avez d'autres valeurs à analyser, des actions qui vous intéressent, des réactions hein, sur les chiffres économiques. On en discutera. Bon trade, à plus.